Tout commence dans cette nouvelle histoire en Caroline du Nord, à Horseshoe. Nous sommes en 2007. Nous allons parler de randonnée et vous savez, en plus des risques d'ampoules aux pieds, de coups de soleil, de se perdre dans les sentiers ou de se faire des petites blessures avec des attaques d'animaux, on se dit toujours qu'à part tout ça, il y a peu de chances qu'on fasse partie justement des malchanceux qui vont tomber sur un tueur en série. Nous allons commencer avec John et Irene Bryant. C'est un couple de retraités de randonneurs qui sont passionnés de grands espaces. Ils vivent à Horseshoe, en Caroline du Nord. Ils ont 4 enfants. John Bryant était avocat pendant 24 ans. Ils ont vécu jusqu'en 90 dans leur ville de Cheney Tellez. Et maintenant, ils habitent à Horseshoe. Ils ont énormément de valeurs de vie et d'intégrité et adorent rendre service à leurs voisins. Ils sont donc très appréciés des gens, ils les aimaient et les connaissaient. Ils ont une vie de famille très épanouie et comme je vous le disais, ils adorent tous les deux faire de la randonnée. Amoureux de la nature et aimant passer du temps ensemble, quelle meilleure activité donc que faire de la randonnée pour être proche des animaux, des plantes et rester en bonne santé à marcher à l'air libre. Donc, John et Irene, 80 et 84 ans respectivement, sont partis pour une randonnée le 21 octobre 2007. Ils sont à travers la forêt nationale de Pigache. Ils vont laisser leur Ford marron garé sur un parking. Et là, 2 semaines vont passer. On n'a plus de nouvelles d'eux. Les membres de la famille ont signalé leur disparition au bureau du shérif du comté de Henderson. En effet, lorsque leur fils, au bout d'un moment, n'avait plus de nouvelles, il a fini par alerter la police. Le shérif a rapidement lancé une recherche des Bryants, composée de plus de 30 bénévoles, 2 chiens renifleurs et d'hélicoptères. En examinant leurs enregistrements téléphoniques, on a appris que Irene Bryant avait tenté d'appeler le 911 et qu'au cours de l'appel, mais son appel, il a été interrompu. C'est horrible, imaginez-vous, cette pauvre femme, elle était en train d'appeler la police et ça a été interrompu. On imagine le pire. Le 10 novembre, l'équipe de recherche a localisé le corps d'une femme sur le sentier Barnett Branch, couvert de feuilles. Soupçonnant qu'il pourrait appartenir à Irene, ils ont envoyé le coroner du comté de Chapel Hill pour effectuer une autopsie. 3 jours plus tard, ça va être identifié comme étant celui d'Irene. Donc cela est désormais considéré comme un homicide perpétré sur les terres fédérales. Le FBI lance une enquête et va offrir une récompense de 10 000 $ à quiconque pourrait fournir des informations menant au tueur. Pendant ce temps-là, va être révélé que la carte bancaire des Bryant va être utilisée et va être retirée à un guichet 300 $. Les caméras de surveillance montrent un homme de race blanche, âgé, portant un imperméable jaune dont la capuche cache son visage. Pendant ce temps-là, John, le mari, est toujours considéré comme une personne disparue. A-t-il été enlevé ou est-ce lui qui a tué sa femme? Plusieurs mois plus tard, le 3 février 2008, malheureusement, Mark Waldrop, un chasseur, a trouvé un crâne dans la forêt nationale de Nantahala, juste à côté d'une route de service forestière. Après avoir appelé l'adjoint local pour obtenir de l'aide, tous les deux ont enquêté sur la scène et après une inspection plus approfondie, ils ont retrouvé un bassin, une colonne vertébrale à 20 mètres du crâne. Il n'y avait aucun vêtement, pas de pièce d'identité. Après 2 jours, il a été positivement identifié comme étant celui de John Bryant. Maintenant que je vous ai parlé de ces 2 personnes, nous allons passer à une autre histoire. Ne soyez pas interloqués, c'est tout à fait normal. Vous allez voir que je vais vous raconter plusieurs histoires, mais qui vont en fait toutes correspondre. Passons à la deuxième histoire. Cheryl Dunlap. Le 3 décembre 2007, Cheryl Hodge Dunlap, 46 ans, habite à Crawfordville en Floride. Elle ne va pas se présenter à son travail d'infirmière. Considérant ce comportement comme inhabituel, ses collègues ont signalé sa disparition dès le lendemain.
après que sa voiture abandonnée, une Toyota Camry blanche, ait été retrouvée au nord de la limite du comté. Environ 5 jours plus tard, une équipe de recherche d'environ 180 personnes vont s'organiser pour faire des recherches. Malheureusement, ils ne vont rien trouver. Le 16 décembre, Ronnie Renz, un chasseur qui traversait les bois de la forêt nationale d'Apalachicola avec ses chiens, a découvert le corps décapité et en décomposition d'une femme blanche. Bon, lui, le pauvre, il va immédiatement signaler cela à la police. Comme les autorités n'étaient pas sûres dès le départ que ce corps soit celui de Cheryl Dunlap, ils vont demander à un médecin légiste de faire un profilage ADN. Le profilage va matcher, c'est bien Cheryl Dunlap. Sa mort est donc un homicide. Les autorités vont annoncer qu'elles cherchent un camion vert suspect qui aurait été vu dans la région au moment de sa disparition. Ce camion était conduit par un homme qui aurait utilisé sa carte de crédit au guichet automatique 5 fois, retirant en tout 700 $. Au cours des jours qui vont suivre, beaucoup de témoignages vont aboutir au commissariat de police, dont certains concernant un étrange sans-abri avec un chien qui conduirait une camionnette verte Chevrolet Astro 2001. Mais cette piste n'aboutira pas. C'est à partir de cette époque que des rumeurs vont commencer à circuler selon lesquelles un SDF ou un délinquant en série, un tueur en série traînerait dans la région et enlèverait les gens qui font de la randonnée. Puis parlons de Meredith Emerson. Meredith Emerson est née à Charleston, en Caroline du Sud. Elle a grandi à Holly Springs, en Caroline du Nord. Elle sera même diplômée avec distinction de l'Université de Géorgie avec un baccalauréat en français. C'est une Américaine et elle aura son baccalauréat de français. Elle recevra même le prix Cecil Louis Cox pour excellence en français. Elle pratique aussi les arts martiaux. Le jour du Nouvel An 2006, Meredith Hobb Emerson, directrice des ventes âgée de 24 ans, a décidé de faire une randonnée le long du Freeman Trail sur Blood Mountain. Elle est accompagnée de son chien Ella et selon plusieurs témoins, ils ont observé un mystérieux homme âgé avec son propre chien qui la suivait. Le 3 janvier 2008, les autorités ont localisé sa Chevrolet Cavalier 95 dans laquelle ils ont trouvé divers objets tels que sa bouteille d'eau, la laisse de chien, une matraque de police. Mais toujours pas de nouvelles de Meredith Emerson. Une enquête plus approfondie sur le compagnon ce jour-là a révélé qu'il s'agissait de Gary Hilton. Rappelez-vous de ce nom, Gary Hilton, 61 ans. Depuis cette révélation, il a été annoncé comme une personne d'intérêt public dans l'affaire, la police demandant à tout le monde de le signaler s'il le croisait quelque part. Un jour après cette annonce, le chien d'Emerson, Ella, a été retrouvé errant dans le parking. Le chien n'est pas mort. Le 5 janvier, les autorités ont retrouvé encore de nombreux objets appartenant à Emerson dans une benne à ordures près du parking de Quick Trip à Cumming. Ses vêtements sont ensanglantés, il y a son portefeuille, son permis de conduire, sa carte d'identité et une ceinture tachée de sang. Nous saurons plus tard que Meredith avait tenté en vain de se débattre, d'échapper à son ravisseur, d'user de multiples ruses pour s'échapper, se défendre. À aucun moment elle n'a cessé de combattre son agresseur et cela durant 3 jours. Ce sera 3 jours donc d'agonie, de torture, où à certains moments elle aurait presque eu le dessus sur son agresseur, mais malheureusement non. On saura que ce jour-là, Meredith Emerson fit demi-tour sur son sentier, que Gary Hilton attendait avec un couteau de style militaire. Il exigera sa carte bancaire et tout de suite, Emerson, elle va passer sur la défensive. Elle va saisir la lame avec ses propres mains et commencer la lutte. Il dira qu'elle ne s'arrêtera pas. Elle n'arrêtait pas de se battre et de crier en même temps. Il fallait que j'arrive à la faire taire et à la contrôler. Hilton a déclaré qu'il l'avait fait en la frappant,
en lui crevant les yeux et même en lui cassant le nez. Hilton va ensuite lui demander le code de sa carte bancaire. Il va la placer, elle et son chien, dans sa camionnette. Et 3 jours durant, il va tenter de retirer de l'argent. Sauf qu'Emerson, elle n'est pas bête et elle ne lui donnera jamais le vrai code pour tenter de rester en vie le plus longtemps possible. Donc lui, il va aller au guichet, voir que le code n'est pas bon. Il reviendra, lui redemander le code, elle en donnera un autre, pas bon. Il ira, ce ne sera pas bon et elle restera vivante ainsi 3 jours. Mais vous vous demandez, mais qui est cet horrible personnage Gary Hilton? Bon bah déjà, Hilton, rien à voir avec Paris Hilton, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Gary Hilton est né le 26 novembre 1946 à Atlanta en Géorgie. Gary Michael Hilton, plus précisément. Bon, bah, comme bien souvent, il a eu une enfance triste et mouvementée. En 59, à l'âge de 13 ans, il a tiré et blessé son beau-père, qui, selon Gary lui-même, avait tapé sur sa mère. Cependant, l'homme qui était prêt à donner une autre chance à Gary n'a pas porté plainte. Au lieu de cela, il va l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. En tant que jeune adulte, plus tard, il rejoindra l'armée des États-Unis, où il est devenu parachutiste. Mais en 67, il deviendra schizophrène et aura plein d'épisodes schizophréniques. Il entendait des voix. Il sera donc renvoyé de l'armée. Durant sa vie, Gary sera marié 3 fois. Il va être arrêté pour plusieurs délits comme conduite en état d'ébriété, port d'armes sans permis, possession de produits illicites et j'en passe près des meilleurs. Il y en a en tout 21. Gary a toujours aimé le plein air et il sortait avec son chien Dandy sur les sentiers de randonnée. Il va donc avoir plusieurs emplois, rater 3 mariages et il va se retrouver à Atlanta travaillant comme couvreur à l'âge de 54 ans. Son employeur dira même qu'il était prêt à l'aider puisqu'il va même lui fournir un logement en plus de son emploi. Mais son comportement va changer. Il va s'embrouiller avec ses collègues et il va même menacer son employeur. Au final, Gary Hilton va finir par perdre son emploi et donc la maison qui lui était allouée. Sans but, Gary Hilton a pris la route dans sa camionnette avec son chien Dandy, errant dans les parcs nationaux et commençant sa macabre occupation. Il va commencer par John et Irene Bryant, puis Cheryl Dunlap et Meredith Emerson. Vous comprenez donc pourquoi ces 3 histoires étaient liées. Heureusement, il va finir par se faire repérer dans le comté de DeKalb dans un parking quand il était justement en train de jeter toutes les affaires dans la benne à ordures. Alors qu'il était détenu dans la prison fédérale à Atlanta, on continuait toujours à chercher le corps d'Emerson, car oui, on ne l'avait toujours pas trouvé. Lors de l'examen de sa camionnette, la Chevrolet Astro 2001, ils vont remarquer qu'il manque une ceinture de sécurité à l'arrière. C'est celle qui avait été retrouvée dans la benne à ordures pleine de sang. En échange de l'abandon de la peine de mort contre lui, Gary Hilton va accepter de révéler où est le corps d'Emerson. Il va conduire les enquêteurs à la zone forestière de Dawson. Malheureusement, elle avait été décapitée et le coroner a déterminé que cela avait été fait post-mortem dans le but d'empêcher l'identification du corps. Hilton donc a affirmé, comme je vous l'ai dit avant, qu'il l'avait enlevé pour voler ses cartes bancaires et qu'il l'aurait frappée à plusieurs reprises avec une matraque puisqu'elle ne donnait jamais le bon code. Il plaidera coupable de son meurtre et a été condamné à la réclusion à perpétuité après possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. En septembre 2009, un randonneur a trouvé des affaires de camping qui appartenaient à Gary Hilton, qui ont été remises aux autorités de Floride et qui ont été utilisées lors d'un 2e procès. Environ un mois plus tard, les procureurs de Floride ont accusé Hilton du meurtre de Dunlap, affirmant que des preuves médico-légales le liaient au meurtre. Malgré tous ces efforts, Gary Hilton a été amené dans le comté de Léon depuis la prison d'État de Géorgie en juin 2008 pour attendre son procès pour le meurtre de Cheryl Dunlap.
Lors de son procès, les procureurs ont affirmé que Hilton avait enlevé Dunlap de la zone géologique de Leon's Kings et il l'a gardée captive pendant 2 jours avant de finalement la tuer et de décapiter son corps. Il va également tenter de se débarrasser de preuves éventuelles en brûlant sa tête et ses mains. Puis finalement, il jettera le corps dans la forêt. Après 4 heures de délibération, les jurys l'ont reconnu coupable de 3 chefs d'accusation sur 4, avec une recommandation d'imposer la peine de mort aux condamnés. Le 22 février 2011, il a été officiellement condamné à mort et envoyé dans le couloir de la mort en Floride. Il sera tout de même traduit une 3e fois en justice en 2012 pour les meurtres de John et Irene Bryant. Pourtant, d'autres histoires vont arriver sur le tapis. En effet, comme je vous l'ai dit, le Gary va être jugé pour ces 3 affaires, mais il y a des doutes sur d'autres meurtres, je vais vous en parler. Hilton a fait l'objet d'une enquête et reste suspect dans les meurtres suivants non résolus. Judith Smith, 51 ans, va disparaître le 7 septembre 1997. On va retrouver des ossements humains et ses objets personnels dans la forêt nationale de Pigache, éparpillés près d'un terrain de camping. Étant une randonneuse, cela fait encore un point commun. Bien qu'il ait été suggéré que Hilton l'avait peut-être assassiné, aucune preuve à l'appui n'a été trouvée. Ensuite, il y a Jason Knapp, 20 ans, étudiant de l'université de Clemson qui a disparu en 1998 à Table Rock State Park. Il a été déclaré mort en 2018. Il y aura énormément de similitudes avec les crimes de Hilton pour ce cas également. Il y a aussi Rosanna Miliani, 24 ans, randonneuse de Miami en Floride, qui a été vue pour la dernière fois en compagnie d'un homme blanc plus âgé dans la soixantaine, en train d'acheter un sac à dos avec lui en 2005. Là aussi, on relèvera énormément de similitudes sur les autres meurtres de Gary Hilton. Il y a également Michael Scott, 27 ans, qui a disparu le 21 novembre 2007. Quelques semaines plus tard, ses restes démembrés ont été retrouvés par un pêcheur dans des sacs noirs dans une rivière. Détail horrible, sa tête n'aura jamais été localisée. Là aussi, il y a énormément de similitudes avec les meurtres de Gary Hilton. Malheureusement pour ces affaires, il ne sera jamais jugé parce qu'il n'y a pas assez de preuves. En 2018, croyez-le ou non, mais Gary Hilton a tenté en vain de faire annuler sa condamnation à mort, citant son équipe de défense comme dysfonctionnelle et inefficace. Genre, il va dire que ses avocats, ils sont nuls. Son appel a été rejeté par les autorités et heureusement, donc pour l'instant, Gary Hilton reste dans le couloir de la mort, dans l'attente. En tous les cas, soyez rassurés, il n'y a aucune possibilité de libération conditionnelle. Le 31 août 2016, on va s'inquiéter de la disparition de 2 personnes. C'est un couple. Il y a Calla Brown, 30 ans, et son petit ami Charles David Carver, 32 ans. Alors eux, ils ont totalement disparu. La dernière personne à les avoir vus, c'est une amie du couple qui est allée dîner chez eux tranquillement. Et ça sera la dernière à les avoir vus. Elle part de chez eux et plus personne ne les verra. Mais où est ce couple ? Ah oui, petite précision, le dîner était le 29 août. Du coup, la mère de Charlie David, le monsieur, elle va s'inquiéter. Elle va aller voir la propriétaire du couple et elle va leur dire « Est-ce que vous voulez bien m'accompagner dans leur appartement ? On va aller sonner parce que mon fils, il répond plus à mes messages. » La propriétaire et la mère de Charlie David se rendent à l'appartement et là, c'est trop bizarre. La porte d'entrée, elle est fermée, mais elle n'est pas verrouillée. Elles vont rentrer et elles vont voir que plein d'affaires ont été bougées et qu'il y a même eu, a priori, des objets qui ont été volés. Alors là, la mère du monsieur, Charlie David, elle est trop inquiète. Bah oui, normal, moi à sa place aussi, j'ai plus de nouvelles de mon fils et je vais à son appartement, il n'y a ni sa copine, ni lui et tout est en bazar, ça fait trop peur. En plus, quand la mère et la propriétaire sont rentrées dans l'appartement, ça fait trop de peine. Il y avait le petit chien qui était là sans nourriture depuis 3 jours. Rassurez-vous, le petit chien va bien.
Alors du coup, les gens, ce qu'ils vont faire, comme ils s'inquiètent de la disparition de ce couple, ils vont aller sur le Facebook du monsieur Charlie et ils vont lui poser des questions. Où es-tu? Que fais-tu? Que deviens-tu? Et là, c'est trop bizarre, il va y avoir des réponses sur le Facebook de Charlie. Les gens vont dire par exemple, comment va Kala, la femme? Et au nom de Charlie, cela répond, Charlie est avec son mari. Sauf que, il faut savoir, ce couple, ils n'étaient pas mariés. Donc déjà, la réponse, elle est bizarre. En plus, si toi, tu veux répondre que ta chérie, elle est avec toi, tu réponds Kala, elle est avec moi. Non, là, la réponse, c'est Kala est avec son mari. Après, les gens, comme ils voient que ça répond, ils disent pourquoi Kala ne donne pas de nouvelles à sa famille. Et là, ça répond sur le Facebook de Charlie, Kala ne veut pas donner de nouvelles. Trop bizarre. Et là, le Facebook de Charlie, il va s'emballer. Charlie qui poste jamais rien d'habitude, il va poster plein de trucs, des trucs de musique, des pensées, ça lui ressemble pas du tout. D'habitude, Charlie, il met rien, et là, il met plein de trucs sur son Facebook. Et de mieux en mieux, les amis de Charlie reçoivent un SMS de Charlie qui dit « La personne qui compte le plus pour moi, c'est Kala, on est bien et ça va continuer comme ça. » Point final. Genre, les amis, la famille de Charlie, ils reçoivent ce SMS et après, silence radio, nada, t'es au fond du bol, plus rien, plus de nouvelles. C'est trop bizarre. Bon, alors la police, elle continue sa petite enquête. D'habitude, je vous dis qu'elle est au taquet du taquet, mais alors là, pas du tout. Elle fait piano, tranquille son enquête, mais pas plus que ça en fait. Et là, 2 mois après, enfin, j'ai envie de vous dire, la police va recevoir des informations qui situeraient où a borné leur téléphone la dernière fois. Alors là, la police, leur sang ne fait qu'un tour. Ils y vont direct et ça se trouve à la campagne, dans un champ, dans un endroit plutôt désert, c'est-à-dire pas en ville, à la campagne. Et ils entendent comme des coups contre une tôle, des hurlements. Ça fait trop peur. Bon là, stop, on fait une pause. Je vais mettre la vidéo de ce que la police va découvrir, car je vais vous faire la surprise et je veux rien vous spoiler et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Par contre, si vous êtes une âme sensible, ne regardez pas ce qui va suivre. Vous regardez à combien de minutes on en est et vous passez à 3 minutes après parce que les images que je vous mets là, la vidéo, sont vraiment très choquantes. Allez, on se retrouve après la vidéo. Yes. Pull that one first. All right, let them get ready. Everybody, Y'all ready? everybody. Come on, guys. Just jammed in here. Give me that crowbar back. Where's that? Sure, pump it Get that off, big right? crowbar. Right here. John, put it right here. Watch out. Y'all move. I got it. Watch out, boss. Hey, Joey. Sheriff's officer. Sheriff's officer. I need you What? here. Grab that Back up there. camera. Just one. Are you okay? Grab what? Go. Do you have any weapons? Coming through, okay? What's your name? What's your name, man? Right here. Lauren. Gotcha. All right. Just a girl. Just a girl. How are you, honey? Bolt cutters. This is our investigator. He's a paramedic, sweetheart. Oh, yeah. Okay, we're gonna get you out of there, okay? Just hang loose for me. Anybody got I need a handcuff key. Handcuff key. I got it right here. Hold up. Y'all slide back. Hold on. He's got a light. We gotta get pictures. Randy, let me see your light, Randy. You can put your hands down, sweetheart. You're okay. We're here, okay? Just sit back for me. Light on or off? We'll get the rest of it here. Let's get her out of here. We're getting bolt cutters, honey. Don't. You got pictures of the cuffs? No, hold on. Bolt cutters. Is both feet? Just one. Let me It's see. attached to a chain from Okay. the wall, Okay. and my neck's attached to the wall up here. Okay. All right. We're gonna get you out, sweetheart. Okay. You got handcuff key. I got one's in my car. I got another one's in my car. Gloves on.
I did that. No big deal. Bolt cutter. No big deal. Just hit the chain right there loose. Hold it up. Yeah. Just right there at her hand, Brandon. We'll get it off. We'll get it off here. Cut it right here. Do you know where your buddy is? Charlie, Yes. he shot him. He shot him. Who did? Who's? Todd Clohep shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and he says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're gonna step you up, sweet. Because there's what? Red pepper. Okay. Tell the dog people that. He says No, there's pepper everywhere around the car. The car's supposedly in a ravine under the land, Okay. supposedly covered and painted. John. Bon, ben, comme vous l'avez compris dans la vidéo, malheureusement, Charlie a été tué. Et donc, Kala, elle avait été enfermée par un ravisseur pendant 2 mois dans ce container. Mais c'est horrible, c'est le pire cauchemar de toute personne. Bon, qui est le ravisseur? J'imagine que vous avez envie de savoir. On va parler de lui. Todd Clohep est né le 7 mars 1971 en Floride et il a grandi en Caroline du Sud, plus précisément en Géorgie. Ses parents ont divorcé quand il avait 2 ans et l'année suivante, elle n'a pas le temps, la mère, elle s'est remariée avec un autre homme. Du coup, Ted, lui, a priori, a été très triste. Il aurait préféré être avec son père, mais malheureusement, il est resté vivre avec sa mère. Donc, on imagine déjà que dans l'enfance, cela lui a fait un certain traumatisme. D'ailleurs, des rapports psychologiques vont révéler qu'il avait une relation très malsaine et violente avec son beau-père. Alors, ça va pas bien se passer direct avec ce petit garçon. Tout de suite, on va voir qu'il est grillé des noisettes, comme j'aime à le dire. Dès l'école maternelle, il va être hyper violent, hyper agressif et cela va vraiment poser des problèmes. En plus, comme tous les bons psychopathes, il va être cruel envers les animaux, il va tirer avec un baby gun sur son chien, il va faire crever ses poissons rouges en mettant du chlore dedans. Sympa, sympa le camarade là. Et son père dira même de lui que la seule émotion dont son fils était capable, c'est la colère. Donc là, je commence à vous dresser un portrait. On est typiquement sur le portrait du bon psychopathe tueur en série. D'ailleurs, il faut savoir qu'étant enfant, il passera 3 mois dans un hôpital psychiatrique. Bon alors, ça va aller de mal en pis, parce qu'adolescent, 25 novembre 1986, il va enlever une jeune fille de 14 ans à Tempe, en Arizona. Il va la menacer avec un revolver, la ramener chez lui, l'attacher, lui scotcher la bouche et les mains et malheureusement, il va abuser d'elle. On fait pas dans la dentelle, il va menacer de la tuer, il va lui dire si tu parles à tes parents, moi je zigouille toute ta famille pour qu'elle ait bien peur et il va la relâcher. Et manque de bol pour lui et tant mieux pour nous, elle va tout répéter et il va être arrêté. En 1987, il plaidera coupable et sera condamné à 15 ans de prison. D'ailleurs, il va être enregistré comme délinquant sexuel et forcément, il sera aussi par la suite diagnostiqué avec un trouble de la personnalité. Tiens, ça je m'y attendais pas. Non mais alors franchement là, depuis ce que je vous dis depuis le début, on s'y attendait quoi. Trouble de la personnalité, c'est un minimum. Le gars, il est zinzin, il est grillé des noisettes. Lui, il est au fond du bol. Ça s'annonce dur pour la suite. Accrochez-vous à votre chaise, on continue. Malheureusement, en août 2001, il est libéré de prison et là le mec, ça va être un ange. Il s'installe en Caroline du Sud où sa mère vivait. Faut savoir quand même qu'au cours de son emprisonnement, il avait obtenu son bac et des diplômes en informatique. Et le gars, tout en détente, il va travailler comme graphiste dans une entreprise appelée Spartanburg. En 2003, en parallèle, il va étudier au collège technique et il va obtenir un baccalauréat en sciences et en gestion des affaires commerciales. Bon, il faut que je vous dise, quand il était en prison, ils ont testé son QI. Le gars, il est plus intelligent que la moyenne. Il est à 118 de QI. Malheureusement, bien souvent, les tueurs sont intelligents. Malgré qu'il soit enregistré comme délinquant sexuel, il va pouvoir obtenir une licence comme agent immobilier.
On croit rêver, on marche sur la tête. Alors là, le gars, on peut plus l'arrêter, hein. Il va créer plein d'entreprises avec 12 agents qui travaillent pour lui. Il aura même sa licence de pilote privé. Et là, allons-y franchement. En 2014, il va acheter 40 hectares de terrain avec une maison dans le comté de Moore pour la somme de 305 000 $. Et là, ce qui est très étonnant, c'est qu'il va faire construire une clôture tout autour du terrain pour 80 000 $. Pourquoi je vous dis que c'est étonnant? Eh bien oui, c'est étonnant parce que vous avez dû le remarquer dans les films et téléfilms américains et anglo-saxons, ils n'ont pas de portail devant chez eux, ils n'ont pas de clôture. Ce n'est pas dans leur coutume de fermer, tout est ouvert, il y a le gazon et vous pouvez pénétrer chez les gens comme ça. Bon, on reprend après cette petite explication de clôture très intéressante. Là, le gars, il va se faire arrêter parce que là, par contre, la police, elle est au taquet du taquet. Donc, elle se pointe chez lui, l'air de rien, et je vous mets la vidéo. Parce que oui, c'est une pépite. On a la chance d'avoir la vidéo quand le Todd, il s'est fait arrêter. Je vous reprends après. Based on some information that Anderson Police Department received, they had contacted us for an assisting an agency report. Okay, and through that, as a standard practice, we follow the lines, like she explained. Okay. And they did the search warrants. Okay, with the cell phones and everything. Okay. And based on information, and that's what I was just talking to, is my supervisor. Based on the information that we received. And that he's received, we have a search warrant, and at least him need to go in with you. We were here, all right? My sergeant served a search warrant on your property, okay? We have Kayla. We have Kayla in your property. She was locked in a container, okay? She has told us that you shot and killed Charlie. Okay, so at this time I'm going to need you to stand up and put your hands behind your back. He's already okay. You're under arrest right now for kidnapping. Alright, they're continuing to search your property. They're going to continue. They got cadaver dogs down there. Okay. Cette vidéo aussi, elle est complètement incroyable. Déjà, dans cette affaire, il y a la vidéo quand on va sauver Kala dans le container. Moi, quand je l'ai vue, ça m'a glacée et j'étais vraiment contente de pouvoir vous la partager. Ensuite, là, maintenant, on a la vidéo de l'arrestation de Todd. C'est incroyable. Non, mais vous avez vu comment le gars, il est en détente, il garde son sang-froid, alors qu'il sait que dans son jardin, il a une nana qui est enfermée dans un container. Et non, lui, il fait comme si de rien n'était. Cool, le gars, tranquille. Hein. Alors lui, franchement, il est peinard. Hein. Bref, donc Todd va se faire arrêter, va être emmené au commissariat de police et va être interrogé. Et là, les policiers ne vont pas être au bout de leur surprise parce que, allez, pris la main dans le sac, hein, tant qu'il y est Todd, il va dire... Eh bien écoutez, vous vous rappelez de l'affaire, il y a de ça des années où il y avait eu plusieurs meurtres dans un garage, magasin de moto. Bah, c'est moi qui les ai tués. Et il va donner plein de détails sur cette affaire. Je vous en parle. Les victimes sont le propriétaire Scott Ponder, 30 ans, le chef de service Brian Lucas, 30 ans, le mécanicien Chris Sandberg, 26 ans et le comptable Beverly Gee, 52 ans. Les 4 sont morts par blessure par balle. L'assassin était entré dans la boutique. En croire le shérif de l'époque, ils avaient beau chercher, ils ne trouvaient pas qui était le coupable. Et là, Todd, lui, il vient de dire que c'est lui qui les avait tués parce qu'ils avaient un différend et l'autre, il s'est pointé, il a liquidé les 4 et on n'en parle plus. Les policiers, ils sont trop contents parce qu'ils viennent de résoudre une affaire vieille de plusieurs années. Enfin, ils savent qui c'est. Ces 4 personnes tuées en novembre 2003, on peut enfin classer le dossier, mais ce n'est pas fini. Du coup, Kala, elle, la jeune femme qui était dans le container, va dire que malheureusement, son chéri a été tué devant elle par arme à feu par Todd. Elle dira 33 coups de feu. A priori, il serait enterré sur le terrain de Todd. Donc, les policiers se disent, si on allait déterrer ce corps, et là, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont trouver, malheureusement, Charlie
enterrés dans le jardin de Todd, mais ils vont trouver 2 autres corps. Là aussi, c'est un couple, c'est Johnny Joe Coxey, 29 ans, et Megan Light Macro Coxey, sa femme, 26 ans, enterrés malheureusement dans le jardin de Todd. Alors eux, c'était un couple marié et ils étaient malheureusement accros à la drogue. Elle travaillait dans un restaurant où Todd aimait se rendre pour manger. Et d'ailleurs, les autres serveuses diront, Todd était un homme bizarre, un client très généreux, il laissait pas mal de pourboire, mais on sentait qu'il était louche et qu'il faisait des réflexions bizarres. Et puis du jour au lendemain, cette serveuse, Megan, va disparaître ainsi que son mari. Mais bon, comme vous savez, dans certaines histoires, comme ce couple était plutôt vagabond et qu'ils étaient accros à la drogue, la police les a pas cherchés. Eh bien, c'était Todd qui les avait enlevés, tués et enterrés dans son jardin. Donc, si on résume la situation, adolescent, il avait séquestré une jeune fille et abusé d'elle. Ensuite, il avait tué 4 personnes dans un garage de moto. Ensuite, il a tué ce couple avec la serveuse. Ensuite, il va enlever ce dernier couple dont malheureusement le mari Charlie sera tué devant elle et enterré dans le jardin, et elle sera mise dans un container et séquestrée pendant 2 mois. Alors là, la liste pour Todd, elle est longue. Et a priori, vous savez quoi? C'est une rumeur, je ne peux pas la confirmer, mais je vous en parle quand même. Todd, il aurait dit à sa mère, « Maman, j'ai tué plus de personnes que mes 10 doigts ne peuvent les compter. » Donc nous, on en est à 7 légalement. Lui, à la police, il veut pas en dire plus. Par contre, Todd, il avait un autre passe-temps. Il faut que je vous en parle. Eh ben oui, il achetait plein de trucs sur Amazon et qu'est-ce qu'il faisait? Il laissait des commentaires. Mais alors, des commentaires creepy, hein. Là, ça fait trop peur. Hein. Moi, quand j'achète du vernis à ongles sur Amazon, au pire, je laisse un commentaire, je mets jolie couleur. Hein. Ah lui, pas du tout. Hein. Alors, par exemple, Todd, il achète une tronçonneuse. Alors lui, qu'est-ce qu'il laisse en commentaire? J'ai fait les traductions. Il met pour l'achat de la tronçonneuse, fonctionne exceptionnellement bien pendant que vous poursuivez votre voisin avec. Elle est très facile à déplacer et à utiliser. Ah là, ça fait trop peur. Je vous en mets un autre. Pour la pelle qu'il a acheté, il met à garder dans la voiture quand vous devez cacher des corps et que vous laissez la grande pelle à la maison. Très pratique. Ah non, mais là, trop bizarre. Je vous en mets un autre. Couteau. Quand je poignarderai quiconque maintenant, car j'ai ce rêve, je ne l'ai pas encore fait, ce sera avec cet outil de qualité. Allez, je vous en mets un dernier parce qu'après j'arrête, ça fait trop peur, les cadenas. Maintenant, les serrures de mes serrures seront bien fermées avec ces cadenas et ce sera une bonne place à l'hôtel pour quelqu'un. Ah non, mais alors, oui, c'est de l'humour vraiment creepy. Eh ben, le gars, il a fait plus de 100 achats sur Amazon et parfois des achats vraiment bizarres qui font trop penser à des meurtres, à des enlèvements. Et à chaque fois, il a laissé des commentaires comme ça. C'est aussi ce qui fait avec la vidéo la particularité de cette histoire. Il faut savoir qu'il a été condamné à perpétuité en 2017 et on est bien content et on ne veut jamais qu'il sorte, lui, ce gars-là. Hein. Il reste en prison, il fait trop peur. La police, pour l'instant, a son acquis et sur le compte de Todd a, comme je le disais, 7 meurtres plus aussi la séquestration de Kala. Je vous mets des photos de Kala qui, je trouve, a énormément changé et qui, j'ai l'impression, s'est très bien réhabilitée depuis toutes ces histoires et on est bien content et tant mieux pour elle. Et bien sûr, je vous mets des photos de Todd, les dernières que j'ai pu trouver. Samantha Coing a 18 ans. Elle travaille dans un tout petit café et vend des cafés. Pour elle, sa journée, elle est comme d'habitude, elle va démarrer tout à fait normalement. Quand tout d'un coup, un homme entre dans le café. Il s'approche du comptoir, il sort une arme à feu et demande de l'argent. Bon, elle, Samantha, elle est terrifiée, hein. Elle va faire tout ce que l'homme lui demande. Il va passer derrière le comptoir, lui attacher les mains et l'emmener dehors pour rentrer dans sa voiture à lui, sa Ford.
Bon, elle, bien sûr, Samantha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va essayer de s'échapper quand elle est dans la voiture. Son ravisseur va la menacer d'une arme à feu et lui dire que si elle recommence, il la tuera. Il va continuer tranquille avec Samantha attachée à l'arrière, à faire une petite balade en centre-ville. Bah oui, normal, faut la promener, la Samantha. Et puis bah là, il va lui dire que si elle est sage, que si elle ne fait pas de problème, il la relâchera sans peine. Alors là, truc de dingue, il faut savoir qu'il a gardé Samantha comme ça avec lui et que là, lui, il décide de retourner au stand de café parce qu'il veut reprendre le téléphone qui est resté là-bas de Samantha pour envoyer un SMS à son petit ami afin de ne pas éveiller les soupçons. Dans le SMS, il dira « Hey, je vais passer quelques jours avec des amis ». Ensuite, il va l'emmener chez lui. Il va la mettre dans un petit cabanon à côté de sa maison, il va l'attacher et monter la radio au maximum pour pas qu'on entende Samantha crier et gémir. Après, il va demander à Samantha où est sa carte bancaire parce que Samantha n'avait pas sa carte bancaire ni dans son sac à main au café ni sur elle. Et elle, qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai laissé ma carte bancaire chez mon petit ami dans son camion. Alors lui, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rendre chez le petit ami de Samantha, se diriger vers le camion. Mais pendant ce temps-là, le petit ami de Samantha, qui était foudrage suite au SMS qu'il avait reçu, bah oui, on se met à sa place. Lui, il se dit, attends, l'autre, elle m'envoie un SMS en me disant qu'elle va passer du temps avec des amis. Et moi, alors, qu'est-ce que je deviens dans cette histoire? Donc, le petit ami, il est foudrage, il se met à la fenêtre et il voit un homme qui se dirige vers son propre camion. Il décide de sortir. Pendant ce temps-là, le kidnappeur a réussi à prendre la carte bancaire de Samantha et s'enfuit et le petit ami n'a pas réussi à le rattraper et c'est bien dommage. Comment s'appelle le ravisseur? Il s'appelle Israel Case. Eh bien lui, il va retourner à sa maison, tranquille, se verser un petit verre de vin et il va retourner au hangar. Et là, ce qui va suivre est vraiment ignoble. Il va abuser d'elle plusieurs fois et quand il aura fini, il va serrer son cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce que je m'apprête à vous dire, vous allez tomber de votre chaise parce que lui, Israel Case, une fois qu'il avait fini toutes ses petites affaires et son meurtre atroce, il va retourner dans sa maison, préparer ses bagages. Et ben oui, parce que le monsieur, il a une petite croisière de prévu, donc faudrait pas oublier ses priorités. Eh bien, vous me croirez ou non, mais c'est pourtant la vérité. Il va laisser le cadavre de Samantha dans la petite cabane. Il va prendre ses valises et partir à sa petite croisière à la Nouvelle-Orléans. Pause. Alors là, vous l'avez bien entendu, le monsieur, il vient de tuer quelqu'un, il laisse un cadavre dans son cabanon, dans son jardin en ville, à côté de sa maison, et il part faire une petite croisière. Détail qui a son importance et qui m'horrifie, avant de partir faire sa croisière, dans la maison, sachez qu'il y avait sa petite fille qui était en train de dormir. Donc deux choses. La première, ça veut dire que quand il a ramené Samantha dans la cabane et qu'il avait à faire tout ce qu'il avait à faire, eh bien sa fille était à côté en train de dormir et ça, mais moi je trouve ça mais dégueulasse et incroyable. Et la deuxième chose, j'en ai vraiment ras-le-bol de tous ces tueurs qui ont des enfants. Mais comment c'est possible? Lui, il vit sa meilleure vie en faisant toutes ces horribles choses et il a un enfant. Eh bien moi je vous le dis, la petite fille, si un jour elle apprend tout, ça va lui griller les noisettes. Pauvre enfant, on n'est même plus sur de la connerie humaine. Là, je peux vous dire, la connerie, elle ne respecte même plus les lois de la gravité. Eh bah, mes petits zigotos, vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que ce que je viens de vous dire là, ce n'est rien comparé à la suite qui arrive. Donc lui, il fait sa petite croisière pendant qu'il a laissé le cadavre dans le cabanon. Il revient le 17 février 2012. Et là, il se dit, très bonne idée, eh ben, si je faisais une demande de rançon. Sauf que la fille, elle est morte. Donc, comment on fait une demande de rançon si on n'a pas de preuve que la personne, elle est encore vivante? Donc, il va positionner le cadavre de Samantha assis. Il va lui maquiller le visage, mais là, il y a un problème. Ses yeux restent fermés. Donc, il va prendre du fil et lui coudre les paupières ouverte. Petite précision, vous vous demandez sûrement comment se fait-il que le cadavre est resté si longtemps sans être en décomposition? Eh bien, on est en Alaska, les températures vont de -20 à -40, c'est-à-dire comme dans un congélateur. Donc le cadavre était certes raide, mais n'était pas décomposé
Je suis désolée de rentrer dans des détails aussi dégueulasse. Donc le monsieur, il a maquillé Samantha, il prend du fil de pêche pour faire tenir ses paupières et là il décide de prendre une photo d'elle avec le journal du jour à côté pour prouver qu'elle est encore vivante. J'ai décidé de ne pas mettre la photo entière dans la vidéo et de cacher les yeux parce que je la trouve vraiment horrible et par respect pour la personne, mais vous la trouverez facilement sur le net. Bon bah là, moi mes limites, elles sont atteintes. C'est d'une perversité et d'une dégueulasserie jamais égalée. En plus, lui, Israel Keyes, il est tranquille, hein, il fait de la pêche, de la couture, hein, il lui coule les yeux, il a maquillé, il s'est cru à Sephora, il prend des photos, il a cru c'était un top modèle, mais on est où là? Bon alors Israel Keyes, il va placer une note dactylographiée où il va faire sa demande de rançon, il va demander 30 000 $, il va mettre avec la photo dégueu de Samantha, il va placer tout ça dans un parc sous une statue d'un chien connu et il va utiliser le téléphone de Samantha pour envoyer un SMS à son petit ami. Là, Israël, c'est bien gentil, hein, mais qu'est-ce qu'il va faire du corps? Eh ben, écoutez, hein, après la séance de maquillage chez Sephora et la petite séance de couture, ben, on va passer dans le plus grand pâtissier. Hein, il va démembrer tout son corps et il va aller à un lac et il va jeter tous les morceaux dans le lac. Comme le lac était gelé, il a été obligé de faire un trou et il va tout mettre dedans. Au même moment, James Quaining, le père de Samantha, mais il est effondré. Ça fait plusieurs jours qu'il n'a plus aucune nouvelle de sa fille et ce n'était pas du tout dans les habitudes de sa fille. Il a bien compris qu'elle avait été enlevée et que quelque chose cloche, mais il l'aime tellement, il est persuadé qu'elle est encore vivante. Du coup, quand il va voir la demande de rançon et la photo de sa fille, il en est sûr, elle est vivante et il faut payer la rançon. Il en parle aux autorités. Alors, les 30 000 $ vont être réunis par la famille, par des amis, par des personnes du public qui étaient au courant de la demande de rançon et ils vont tout déposer sur un compte que Israel Keyes avait ouvert pour ça. Eh bien, la police, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder toutes les vidéos des distributeurs et regarder les moments où il y avait eu des retraits d'argent sur ce compte. Et on va voir que la personne qui vient chercher de l'argent, et ça c'était avant, sur ce compte, a une Ford blanche. Ensuite, Israel Keyes va être arrêté lors d'un simple contrôle routier et on retrouvera dans sa voiture le téléphone de Samantha, des factures tachées de peinture qui proviennent d'un braquage d'une banque, un masque de ski, une arme à feu et la carte de crédit de Samantha. Vous allez voir, Israel Keyes va devenir le pire des tueurs en série de vos pires cauchemars. Oui, parce que c'est un tueur en série. En fait, s'il n'avait pas pris la confiance et qu'il n'était pas devenu si sûr de lui pour enlever quelqu'un dans sa propre ville et faire une demande de rançon, les policiers pensent qu'à ce jour, on ne l'aurait jamais arrêté. Les inspecteurs estiment qu'il aurait tué au moins 8 personnes, mais contrairement souvent aux tueurs en série, lui, il n'avait pas de mode opératoire. Il ne ciblait jamais la même personne, jamais du même âge, soit une femme, soit un homme, jamais la même couleur de peau et jamais au même endroit et surtout jamais dans son état. Et ensuite, après son arrestation, il a bien admis le meurtre de Samantha et il leur a dit que par la suite, il leur donnerait plus de détails. Mais ces détails auront un prix. En effet, il leur a dit « Je veux bien vous donner des détails sur le meurtre de Samantha, mais il faut que vous me promettiez une chose. Vous me promettez que cette affaire n'ira pas dans la presse parce que je veux protéger ma petite fille. Je ne veux pas qu'elle soit au courant de quoi que ce soit. » Ah bah lui, c'est maintenant qu'il pense à sa fille. Hein. D'accord, il n'aurait pas pu y penser avant et tuer personne. Son premier meurtre, selon l'aveu d'Israel Keyes, aurait eu lieu vers la fin des années 90 dans l'État de Washington et il a déclaré qu'il aurait tué au moins 7 autres personnes à travers tout le pays. La police, elle, pense que le nombre s'élèverait plutôt à 11. Malheureusement, nous n'aurons que 2 noms révélés à propos de ces meurtres. Il s'agit d'un couple, Bill Vermon et Lorraine Currier. Je vais vous parler de cette affaire. La nuit du 8 juin 2011, pendant que ce couple dormait, Israel Keyes s'est introduit dans la maison. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de dormir et c'est Israel Keyes qui vous réveille en pleine nuit. C'est
horrible. Bon, alors lui, Israel Keyes, il a fait ce qu'il appellera une attaque éclair. Il a coupé leur ligne téléphonique avant de rentrer dans la maison. Il est rentré et il les a attachés. Il a emmené Bull Currier au sous-sol et il lui a tiré dessus. Puis il est allé voir sa compagne. Il l'a agressée intimement plusieurs fois. Et ensuite, il lui a serré le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce qui est triste, c'est qu'on n'a jamais retrouvé en plus les corps et que le procureur dira qu'apparemment, ils se sont défendus tous les deux. Ils ont fait preuve de beaucoup de bravoure parce qu'ils avaient des blessures défensives à l'avant des bras et que c'était un couple très amoureux et très courageux. Bon, alors Israel Keyes, il va un peu nous expliquer comment il procède, hein. Enfin, c'est-à-dire il va tout dire à la police et il dira qu'il a des kits de meurtre. Alors moi, jusque-là, les seuls kits que je connaissais, c'était les kits pour la nourriture mexicaine, hein, que vous trouvez en supermarché. Non, non, lui, Israël, il a des kits de meurtre. C'est-à-dire qu'il prenait des sacs et dedans, il mettait plein d'objets qui allaient lui servir pour ses meurtres. Armes de poing, des silencieux, des zips en plastique à ligature, des munitions pour ses armes, des sacs poubelles. Et ça, il les plaçait dans des cachettes à travers tout le pays, près des domiciles de ses futures victimes qu'il choisissait au hasard. Et justement, comme je l'ai dit avant, les policiers avaient dit que c'est ce qui rendait hyper dur pour l'attraper parce qu'il ciblait au hasard à travers tout le pays, ne laissait aucun détail qui permet de relier un meurtre à un autre. Bon, alors, Israel Keyes, il a un petit code d'honneur, parce que voilà, maintenant qu'on a un tueur qui a une morale, il disait, moi je ne touche jamais aux enfants et aux parents. Tiens, le monsieur dans sa dégueulasserie, il a des limites. Bref, au cours de ses voyages meurtriers, il ne payait jamais par carte bancaire, mais en argent liquide pour ne pas laisser de place de ses dépenses. Ensuite, il n'emmenait pas son téléphone portable avec lui pour ne pas que ça borne. Une fois qu'il avait choisi sa victime, il enterrait son kit de Faritas, son kit meurtrier, tout près de chez ses victimes. Et quelques jours ou semaines plus tard, il entrait en action, déterrait son kit de meurtrier et faisait ce qu'il avait à faire. Il a indiqué ses planques de kit aux policiers qui sont allés en retrouver certains. On en a retrouvé en Alaska, à New York, à Washington, au Wyoming, au Texas et en Arizona. Gros planning chargé pour le monsieur avec tous ses kits enterrés un peu partout. Bon, alors lui, il est fan. Moi, personnellement, je suis fan de certains chanteurs ou de certaines stars. Lui, il est fan d'un tueur en série, le Bundy. Il l'adore, c'est son héros. Il dit même qu'il se reconnaît en Ted Bundy. Par contre, il ira de son petit jugement sur le tueur en série BTK et il va dire, lui, c'était une mauviette. Parce qu'il avait eu des remords pour ses meurtres, le BTK. Donc l'autre, il le traite de mauviette. Maintenant, il y a des dramas entre les tueurs en série. Les docteurs diront que Israel Keyes tirait un immense plaisir de ses meurtres, que cela devenait comme une drogue, qu'il avait besoin de recommencer, de ressentir ses sensations au moment de l'acte et qu'il ne pouvait plus s'en empêcher. Et puis, il est trop mignon, ce Israel Keyes. Les enquêteurs vont lui demander « Pourquoi avez-vous commis tous ces crimes ?» Et lui, qu'est-ce qu'il va répondre? « Pourquoi pas ?» Normal, tiens, pourquoi pas. Le 12 décembre 2012, alors qu'il était en prison complexe d'Anchorage, il va se suicider. Sous son corps se trouvait une lettre écrite un peu décousue qui n'avait pas trop de sens, où il y avait écrit que ses victimes étaient des jolis papillons captifs. Le 10 décembre 2012, la mère de Israel Keyes et ses 4 sœurs vont se rendre à sa cérémonie d'enterrement. Alors moi c'est pareil, j'ai pas cette possibilité de pardon infini. Je ne sais pas comment font les familles pour pardonner à de telles personnes, même si c'est leur famille. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous réagiriez si votre frère ou votre fils était un tueur en série. Est-ce que vous iriez à son enterrement? Et là, je vais vous raconter une petite anecdote qui n'est pas non moins grande. Il y a une femme qui pense avoir échappé à Israel Keyes lors d'une de ses attaques sur elle. Kristana Alverson avait 35 ans et elle se rendait tranquillement au cimetière
pour aller voir la tombe de son grand-père. En fait, elle avait choisi ce jour-là parce que c'était justement le jour de l'anniversaire de son grand-père. Donc elle est dans le cimetière, elle est dans les allées et elle veut aller se recueillir tranquillement quand elle se sent soudainement observée en danger. Elle remarque qu'il y a un homme au loin et là, l'homme, tout d'un coup, il se met à courir droit vers elle. Bon, bah alors elle fait demi-tour et elle se met à courir, mais comme jamais elle a couru de sa vie vers sa voiture. Elle rentre dans sa voiture, elle verrouille tant bien que mal les portes, elle tremble, elle est essoufflée, elle est pétrifiée, elle démarre sa voiture et avant de partir, elle regarde bien le visage de cet homme pour toujours s'en souvenir, puis elle s'en va. Elle est secouée, traumatisée, mais elle est saine et sauve. Et 4 ans plus tard, dans un article de presse, quand Israel Keyes avait été arrêté, elle le reconnaît. Et là, elle comprend qu'elle a échappé à la mort. Punaise, mais même au cimetière, en fait, t'es pas tranquille, hein. Tu peux pas aller voir ton papy, t'es tranquille, t'es dans ton recueillement. Il faut qu'il y ait un tueur en série, ils viennent te poursuivre, mais on sera jamais tranquille nulle part, c'est pas possible. Alors là, on démarre au Texas, à Dallas. Il y a la jolie petite Sharon qui va naître en 1943. Son papa s'appelle Paul Tate, il est officier dans la marine et elle est l'aînée de 3 sœurs. Il faut savoir que la petite Sharon, elle est vraiment jolie. D'ailleurs, à 6 mois déjà, elle va remporter un concours de Miss Bébé. Bon, alors, elle va grandir, elle va être de plus en plus belle et là, on sent déjà qu'elle est promue à un bel avenir de mannequin. Pourtant, Sharon, elle veut pas tout miser sur son physique. Elle veut faire des études, elle va partir à l'université et faire des études dans la psychiatrie. Mais bon, on peut pas lutter contre son destin. Un jour, elle va faire de l'autostop à Hollywood et va rencontrer un agent qui va lui faire signer un contrat de 7 ans à Hollywood, à LA, quoi. Bon alors, ses parents, là, ils sont pas open sur la carrière de mannequin. Il faut savoir que eux, ils sont restés en Italie et qu'ils s'inquiètent énormément pour Sharon. Ils se disent, oh là là, notre fille, mais elle va se faire manger toute crue comme le petit chaperon rouge par le loup-garou à Los Angeles. Elle est comme l'agneau tout blanc, ça va être horrible. D'ailleurs, la mère, elle rentre direct en dépression, elle s'inquiète trop pour sa fille, elle a trop peur. Bon alors Sharon, elle lâche pas le morceau, hein, comme un chien affamé sur un vieil os. Elle veut aller à Los Angeles et elle veut être mannequin. Face à son insistance, ses parents vont céder parce que ce qu'ils veulent avant tout, comme tout bon parent, c'est le bonheur de leur fille. Ils vont garder un œil sur elle et lui donner leur bénédiction pour aller à Los Angeles commencer sa carrière de mannequin. Bon alors là, ça va pas louper, hein. Telle l'étoile de la grande ours, alors là je peux vous dire que Sharon, elle éblouit l'objectif photo. Elle va faire plein de pubs, elle va être repérée par plein de maisons de couture, Pucci, Christian Dior, Yves Saint Laurent, et elle va faire une photo très olé olé pour l'époque en t-shirt mouillé. Bon alors là c'est parti, hein. Sharon, elle commence à être connue dans le milieu du mannequinat et les hommes s'intéressent à elle et vont lui tourner autour comme des mouches autour d'un pot de miel. Ensuite, elle va sortir avec un acteur français, Philippe Fourquet, en 1964. Elle va sortir avec un producteur véreux, avec un coiffeur. Et tous ces hommes et même des gens très connus d'Hollywood diront elle est la jeune femme la plus belle et la plus prometteuse de sa génération. Et là, elle va partir en Europe pour jouer dans un film Eyes of the Devil. On traduira les yeux du diable. Est-ce que c'est un signe obscur pour la suite? Est-ce que ça va lui porter malheur? Il y en a qui diront cela. Vous vous faites votre propre opinion. Il faut savoir qu'elle jouera le rôle d'une sorcière, qu'elle sera vêtue tout en noir, avec un chapeau, qu'elle aura un rôle très enjôleur, très envoûtant, très mystérieux et que ses partenaires diront qu'elle les a énormément impressionnés par son caractère et son charisme. Après le tournage du film, Sharon va rester à Londres et va en profiter pour faire la fiesta. C'est une fille qui aime bien faire la bamboche. À Londres, elle va de party en soirée, elle s'éclate, elle boit, elle consomme certaines substances interdites.
Elle, on peut le dire, c'est un joyeux luron. Trompette et confetti, c'est parti pour la Sharon. Elle s'éclate à Londres. Là, elle va croiser le réalisateur Roman Polanski et comparé à tous les autres hommes, lui, il va même pas lui jeter un regard. Lui, comme on dit, il lui donnera même pas l'heure. Et ça va étonner Sharon qui a l'habitude que tous les hommes soient subjugués par sa beauté. À ce moment-là, Roman Polanski doit tourner le fameux film que j'adore, Le bal des vampires. Dans ce film, il y a le rôle d'une rousse incendiaire. Mais lui, il a déjà trouvé son actrice, c'est Jill St. John. Il n'a Dieu que pour elle. Sauf que les producteurs, ils en ont décidé autrement. Eux, ils veulent Sharon. Bah oui, vous vous en doutiez. On allait bien revenir à Sharon. Bon, alors là, Roman, il est pas du tout d'accord. Hein. Elle fait trop californienne. Il trouve qu'elle est trop bronzée. Il trouve qu'elle fait trop naïve. Lui, pour le rôle, puisque c'est un rôle de vampire, il voulait une jeune femme à la peau pâle et mystérieuse. La production va les forcer à se rencontrer en vrai. Ils vont faire un premier dîner en tête-à-tête où là, mais Roman, c'est même pas lui donner l'heure, c'est qu'il va même pas la calculer. Croyez-le ou non, mais pendant le repas, il ne va même pas lui adresser la parole. Puis il va y avoir un deuxième repas pour tous les deux parce que la production là, elle lâche pas l'affaire. Et là, pareil, il va faire le fier et le hautain mesquine et il va même pas la calculer. Sauf que là, après le repas, il va un peu se détendre. Est-ce que c'est l'alcool? Je ne sais pas. Et ils seront chez lui. Il va quitter la pièce tout d'un coup, laissant Sharon seule sur le canapé. Et le foufou, il va revenir avec un masque de Frankenstein. Ouh! Et lui faire peur. Ah bah là, ça va briser la glace, hein. Quel troubadour ce Roman. Ils vont être tous les deux ambiancés. Il va la faire consommer des choses interdites. Elle va se lâcher. Et Roman dira à l'époque, je ne soupçonnais pas que Sharon était une femme ouverte d'esprit, prête à consommer des choses illicites, à s'éclater. Du coup, je l'aime bien cette nana. Bon alors du coup, il va l'emmener en Italie et pour le problème des cheveux roux, il va lui faire porter dans le film Le bal des vampires une perruque rousse. Et puis là, comme bien souvent, la réalité va dépasser la fiction et à travers leur rôle d'amoureux dans le film, ils vont tomber fous amoureux dans la vie. Après le tournage, ils vont quitter Los Angeles et Sharon va suivre Roman à Londres et s'installer avec lui, c'est-à-dire qu'ils vont vivre ensemble. Alors là, Roman, il va en faire sa muse. Hein. Il ne va pas arrêter de la prendre en photo. Il fera même des photos pour Playboy qui vont être critiquées car elles vont être plus collées au lait. Elles vont même être limites, mais à l'époque, c'était la mode. Et Playboy dira même en 1967, c'est l'année de Sharon Tate. Elle va jouer dans plusieurs productions, dont La Vallée des Poupées, qui aura un énorme succès. Et puis là, tout va bien, c'est un véritable conte de fées. Dans mes histoires du paradis à l'enfer, on est plutôt côté paradis. En 1968, Sharon va épouser Roman à Londres. Ça va être un mariage hyper people. Il faut savoir que les deux là, ils sont people mais comme jamais. Il y aura même, dit-on, plus de photographes au mariage que d'invités. Il y aura des rumeurs d'infidélité du côté de Roman vis-à-vis de Sharon, mais Sharon, elle est hyper cool et elle, ça la dérange pas et on dira qu'ils ont une sorte de mariage moderne. Ils reçoivent énormément, ils ont plein d'amis, ils font la fête tous les soirs, l'alcool coule à flot, les produits interdits aussi, et ça se mélange si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, ils vont s'installer à Los Angeles et alors là, c'est le haut du panier. Hein. Ils vont avoir plein d'amis, je peux vous le dire, là on est au taquet. Hein. Je vais vous dire les noms. Warren Beatty, Jacqueline Bisset, Joan Collins, Mia Farrow, Jane Fonda, Peter Fonda, Steve McQueen, qui d'ailleurs était sorti avec Sharon avant, Peter Sellers, Yul Brynner, Kirk Douglas, Henry Fonda, Jim Morrison
et les mamas and papas. Ils arrêtent pas de faire la fête, hein. Ils vont vivre au Château Marmont à Los Angeles quelque temps, puis ils vont déménager dans une maison ancienne plus grande au 1050 Cielo Drive de Benedict Canyon à Los Angeles dans un quartier huppé. Il faut savoir que cette maison a très mauvaise presse. De base, elle avait été construite pour l'actrice française Michèle Morgan et elle avait dit qu'elle s'était jamais sentie bien dans la maison, genre la maison elle est trop bizarre et quand Michèle elle était dans la maison elle avait qu'une envie, c'était d'en sortir et eux ils achètent cette maison. Lui Roman il est tout le temps parti en Europe, dans d'autres pays car il continue sa carrière de réalisateur. Il ne veut jamais laisser Sharon toute seule, en plus elle est enceinte de leur premier enfant. Donc il y a tout le temps des amis dans cette maison. Il veille sur Sharon et Sharon mène une vie joyeuse dans la maison qui se suit de repas en fête, etc. Bon, elle, Sharon, elle adore la maison. Hein. D'ailleurs, elle va l'appeler la maison de l'amour. Et là, je m'apprête à vous raconter l'histoire la plus dégueulasse et la plus horrible qu'il m'ait été donné d'entendre. La nuit du 9 août 1969, Sharon et 4 amis, le gardien de la maison qui habitait à côté de chez eux, un couple d'amis et un des ex à Sharon, ils vont manger dans un resto mexicain et quand ils rentrent de la maison, 3 déglingos drogués, des zombies faisant partie de la secte de Charles Manson, qui avait d'ailleurs été envoyé par lui pour les tuer, font éruption dans le salon, les surprennent, ils ont des armes et ils commencent à en tuer un puis 2. Sharon Tate est affolée, elle est enceinte de 8 mois et demi, elle les supplie de ne pas les tuer et là je fais un warning pour ceux qui sont sensibles, passer la vidéo 10 secondes après, ils vont lui mettre des coups de couteau dans le ventre et dans le bébé, mais c'est horrible. Bien sûr, malheureusement, Sharon va mourir, les 4 seront tués. Et là, c'est vraiment gore, bah oui, ils sont complètement déglingués du ciboulot. Ils vont prendre le sang de Sharon et écrire sur la porte d'entrée Pig, P-I-G, ce qui veut dire porc, cochon. Mais ils sont fous. Moi, ça me déglingue de voir à quel point la nature humaine peut être méchante, vicieuse, immonde. Les 3 déglingués s'appellent Susan Atkins, Patricia Kremwinkel et Charles Tex Watson. Alors eux, ils sont membres de la secte La Famille dirigée par Charles Manson. Ils vivent dans une ferme et il faut savoir que Charles Manson les a envoyés pour tuer un producteur de musique qui vivait avant dans la maison de Sharon Tate. Et oui, parce que là, c'est horrible, vous l'avez compris. En fait, ces 3 personnes sont venues pour tuer un monsieur qui n'habite plus dans la maison. Donc, ce meurtre est une erreur. Les 4 n'auraient jamais dû mourir. Alors là, il faut savoir qu'au petit matin, quand les nouvelles vont venir de ce crime odieux, tout Los Angeles et les stars vont être terrifiés. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux en laissant la porte ouverte et tout Los Angeles va barricader leur maison. D'ailleurs, à la suite de ce crime, le mouvement hippie va prendre, si je puis dire, un coup dans l'aile parce que le crime va être associé au mouvement hippie car les 3 personnes, les foldingos, les tueurs de la secte de Charles Manson étaient hippies et à partir de ce moment-là, les gens, le public vont les détester et vont détester les gens hippies. À l'époque, l'affaire va vraiment choquer le public et a une envergure internationale et on les comprend parce que c'est horrible. Le 13 août 1969, Sharon Tate sera inhumée à Culver City en présence de beaucoup de stars. Quand elle a été tuée, il faut savoir que Roman Polanski, son mari, était à Londres pour le tournage d'un film. Il était effondré et il en voudra beaucoup à certaines stars qui ne seront pas venues à l'enterrement parce que elles aussi, elles étaient apeurées, elles étaient trop effondrées. Bon alors, les 3 assassins, ils vont tout de suite être attrapés, hein. Eux, ils vont être mis en prison. Alors moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que parmi les assassins, il y avait 3 filles en se rendant au pénitencier. Elles se tenaient par la main et elles chantaient comme des petites filles. Elles étaient trop heureuses, elles vivaient leur meilleure vie. I question him, huh? Are you sane? Sane? Yes. That's relative.
think I could talk to you except through music. Van Houten claims she originally lied about Manson's role in the murders to protect him during their first trial. Mais on est où là? Elles se rendent pas compte de ce qu'elles viennent de faire. C'est horrible, c'est ignoble. Je ne comprendrai jamais comment les gens peuvent avoir si peu de cœur et d'humanité. Et en plus, limite, elles sont fières de ce qu'elles ont fait. Bon, lui, le Charles Manson, il va pas passer par la case départ, hein. Il va aller directement en prison et il y passera toute sa vie. Malheureusement, une longue vie. Il faut croire que la méchanceté, ça conserve. Il va mourir en 2017. Oui, il va vivre si longtemps et en plus, il va mourir d'une mort naturelle. Bon, bah là, on sait plus quoi faire de ses cendres, hein. Va y avoir une enquête. Qu'est-ce qu'on en fait? Finalement, ils vont les donner à son petit-fils. Roman Polanski, et je ne prendrai pas parti sur tout ce qui s'est passé, les mauvaises affaires avec lui. Moi, je suis là pour parler de l'affaire Sharon Tate. Lui, Roman Polanski, il sera dévasté, il ne s'en remettra jamais et gardera un profond traumatisme. Malheureusement, cette belle actrice Sharon Tate, eh bien, sera décédée très jeune. Si vous connaissiez déjà cette histoire et que vous l'avez aimée, laissez-moi un pouce. Si vous ne la connaissiez pas, laissez-moi de toute façon un pouce parce que vous ne vous rendez pas compte pour le recensement de mes vidéos à quel point cela m'aide. Abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine fois pour d'autres histoires. Prenez soin de vous. Bye bye!